sur l'avenir de Robinson, et puis sur cette ville même de Toulouse, que je ne connaissais pas du tout, et dont Grappa m'avait parlé autrefois, et puis sur l'espèce de commerce qu'ils faisaient là-bas tous les deux, avec la vieille, et enfin sur la jeune fille qu'il allait épouser, Robinson. Un peu sur tous les sujets, en somme, et à propos de tout, nous bavardâmes. 1500 francs. Ça me rendait indulgent et pour ainsi dire optimiste. Je trouvais tous les projets qu'il me rapportait de Robinson tout à fait sages, sensés et judicieux et fort bien adaptés aux circonstances. Ça s'arrangeait. Du moins je le croyais. Et puis nous nous mîmes à discourir sur les âges avec le curé. Nous avions, lui et moi, franchi la trentaine d'assez loin déjà. Elle s'éloignait au passé, notre trentaine, sur des rives coriaces et pauvrement regrettées. C'était même pas la peine de se retourner pour les reconnaître, les rives. On n'avait pas perdu grand-chose en vieillissant. « Il faut être bien vil, après tout, » concluai-je, « pour regretter telle année plutôt que les autres. C'est avec entrain qu'on peut vieillir, nous autres, curé, et carrément encore. Hier était-il si drôle? Et l'autre année d'avant, comment la trouviez-vous? Regrettez quoi? Je vous le demande. La jeunesse? On n'en a pas eu, nous autres, de jeunesse. Ils rajeunissent, c'est vrai, plutôt du dedans, à mesure qu'ils avancent, les pauvres, et vers leur fin, pourvu qu'ils aient essayé de perdre en route tout le mensonge et la peur, et l'ignoble envie d'obéir qu'on leur a donné en naissant. Ils sont en somme moins dégoûtants qu'au début. Le reste de ce qui existe sur la terre, c'est pas pour eux, ça les regarde pas. Leur tâche à eux, la seule, c'est de se vider de leur obéissance, de la vomir. S'ils y sont parvenus avant de crever tout à fait, alors ils peuvent se vanter de n'avoir pas vécu pour rien. J'étais en train, décidément. Ces 1500 francs me tracassaient la verve. Je continuai. La jeunesse vraie, la seule, curé, c'est d'aimer tout le monde sans distinction. Cela seulement est vrai. Cela seulement est jeune et nouveau. Eh bien, vous en connaissez beaucoup, vous, curé, des jeunes qui soient ainsi balancés? Moi, je n'en connais pas. Je ne vois partout que de noires et vieilles niaiseries qui fermentent dans les corps plus ou moins récents. Et plus elles fermentent, ces sordidités, et plus ça les tracasse, les jeunes, et plus ils prétendent alors qu'ils sont formidablement jeunes. Mais c'est pas vrai, c'est du bourmou. Ils sont seulement jeunes à la façon des furoncles à cause du pu qui leur fait mal en dedans et qui les gonfle. Ça le gênait, Protiste, que je lui parle comme ça. Pour ne pas l'agacer plus longtemps, je changeai de conversation. Surtout qu'il venait d'être complaisant à mon égard et même providentiel. C'est tout à fait difficile de s'empêcher de revenir sur un sujet qui vous tracasse autant que celui-là me tracassait. On est accablé du sujet de sa vie entière, dès qu'on vit seul. On en est abruti. Pour s'en débarrasser, on essaye d'en badigeonner un peu tous les gens qui viennent vous voir, et ça les embête. Être seul, c'est s'entraîner à la mort. Il faudra mourir, que je lui dis encore, plus copieusement qu'un chien, et on mettra 1000 minutes à crever, et chaque minute sera neuve quand même, et bordée d'assez d'angoisse pour vous faire oublier 1000 fois tout ce qu'on aurait pu avoir de plaisir à faire l'amour pendant 1000 ans auparavant. Le bonheur sur terre, ce serait de mourir avec plaisir, dans du plaisir. Le reste, c'est rien du tout, c'est de la peur qu'on n'ose pas avouer, c'est de l'art. Protiste, en m'entendant divaguer de la sorte, il s'est fait la réflexion que je venais sûrement de retomber malade. Peut-être qu'il avait raison, et que j'avais tout à fait tort en toute chose. Dans ma retraite, en train de rechercher une punition pour l'égoïsme universel, je me branlais l'imagination, en vérité. J'allais la rechercher jusqu'au néant, la punition. On rigole comme on peut lorsque les occasions de sortir se font rares, à cause de l'argent qui manque, et plus rares encore les occasions de sortir de soi-même et de baiser. Je veux bien que je n'avais pas tout à fait raison de l'agacer, Protiste, avec mes philosophies contraires à ses convictions religieuses. Mais il faut dire qu'il avait tout de même dans toute sa personne un sale petit goût de supériorité qui devait porter sur les nerfs de bien des gens. D'après son idée à lui, on était tous les humains dans une espèce de salle d'attente d'éternité sur la terre avec des numéros. Le sien de numéros excellents, bien sûr, et pour le paradis. Du reste, il s'en foutait. Des convictions comme ça, c'est pas supportable. Par contre, lorsqu'il m'offrit ce même soir-là de m'avancer la somme qu'il me fallait pour le voyage de Toulouse, je cessai tout à fait de l'importuner et de le contredire. La frousse d'avoir à retrouver Tania au Tarapout, avec son fantôme, me fit accepter son invitation sans discuter davantage. Toujours 1 ou 2 semaines de bonne existence, que je me disais. Le diable possède tous les trucs pour vous tenter. On n'en finira jamais de les connaître. Si on vivait assez longtemps, on ne saurait plus où aller pour se recommencer un bonheur. On en aurait mis partout des avortons de bonheur, à puer dans les coins de la terre, et on ne pourrait plus même respirer. Ceux qui sont dans les musées, les vrais avortons, il y a des gens que ça rend malade rien que de les voir et prêts à vomir. De nos tentatives aussi à nous, si dégueulasses, pour être heureux, c'est à tomber malade tellement qu'elles sont ratées, et bien avant d'en mourir pour de bon.
On n'en pourrait plus de dépérir si on les oubliait pas. Sans compter le mal qu'on s'est donné pour en arriver où nous sommes, pour les rendre excitants nos espoirs, nos dégénérés de bonheur, nos ferveurs et nos mensonges, en veux-tu, en voilà, et nos argents donc, et des petites manières encore avec, et des éternités tant qu'on en veut, et des choses qu'on se fait jurer et conjure et qu'on a cru que les autres n'avaient encore jamais dites, ni jurées, avant qu'elles nous remplissent l'esprit et la bouche, et des parfums et des caresses et des mimiques, de tout enfin, pour finir par cacher tout ça tant qu'on peut, pour ne plus en parler de honte et de peur que ça nous revienne comme un vomi. C'est donc pas l'acharnement qui nous manque à nous, non, c'est plutôt d'être dans la vraie route qui mène à la mort tranquille. Aller à Toulouse, c'était en somme encore une sottise. À la réflexion, je m'en suis bien douté. J'ai donc pas eu d'excuse. Mais à suivre Robinson comme ça, parmi ses aventures, j'avais pris du goût pour les machins louches. À New York, déjà, quand j'en pouvais plus dormir, ça avait commencé à me tracasser de savoir si je pouvais pas accompagner plus loin encore et plus loin Robinson. On s'enfonce, on s'épouvante d'abord dans la nuit, mais on veut comprendre quand même, et alors on ne quitte plus la profondeur. Mais il y a trop de choses à comprendre en même temps. La vie est bien trop courte, on ne voudrait être injuste avec personne. On a des scrupules, on hésite à juger tout ça d'un coup, et on a peur surtout d'avoir à mourir pendant qu'on hésite, parce qu'alors on serait venu sur la terre pour rien du tout. Le pire des pires. Faut se dépêcher, faut pas la rater, sa mort. La maladie, la misère qui vous disperse les heures, les années, l'insomnie qui vous barbouille en gris, des journées, des semaines entières, et le cancer qui nous monte déjà peut-être méticuleux et saignotant du rectum. On n'aura jamais le temps qu'on se dit, sans compter la guerre, prête toujours elle aussi, dans l'ennui criminel des hommes, à monter de la cave où s'enferment les pauvres. En tue-t-on assez des pauvres? C'est pas sûr. C'est une question. Peut-être faudrait-il égorger tous ceux qui ne comprennent pas, et qu'il en naisse d'autres, des nouveaux pauvres, et toujours ainsi jusqu'à ce qu'il en vienne qui saisissent bien la plaisanterie, toute la plaisanterie, comme on fauche les pelouses jusqu'au moment où l'herbe est vraiment la bonne, la tendre. En débarquant à Toulouse, je me trouvais devant la gare assez hésitant, une canette au buffet, et me voici quand même déambulant à travers les rues. C'est bon, les villes inconnues. C'est le moment et l'endroit où on peut supposer que les gens qu'on rencontre sont tous gentils. C'est le moment du rêve. On peut profiter que c'est le rêve pour aller perdre quelque temps au jardin public. Cependant, passé un certain âge, à moins de raisons de famille excellentes, on a l'air comme parapine de rechercher les petites filles au jardin public. Faut se méfier. C'est préférable le pâtissier, juste avant de passer la grille du jardin. Le beau magasin du coin fignolé comme un décor de Bobinard, avec des petits oiseaux qui constellent les miroirs à larges biseaux. On s'y découvre, bouffant les pralines à l'infini, par réflexion. C'est jour pour Séraphin. Les demoiselles du magasin babillent furtivement à propos de leurs affaires de cœur, comme ceci. Alors je lui ai dit qu'il pouvait venir me chercher dimanche. Ma tante qui a entendu en a fait toute une histoire à cause de mon père. Mais est-ce qu'il n'est pas remarié, ton père? Qu'a interrompu la copine. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit remarié? Il a tout de même bien le droit de savoir avec qui c'est que sort sa fille. C'était bien l'avis aussi de l'autre demoiselle du magasin. D'où controverse passionnée entre toutes les vendeuses. J'avais beau dans mon coin, pour ne pas les déranger, me gaver sans les interrompre de choux à la crème et de tartes, qui passèrent d'ailleurs à l'as, dans l'espérance qu'elles arriveraient au plus vite à résoudre ces délicats problèmes de préséance familiale. Elles n'en sortaient pas. Rien n'émergeait. Leur impuissance spéculative les bornait à haïr sans aucune netteté. Elles crevaient d'illogisme, de vanité et d'ignorance, les demoiselles du magasin, et elles en bavaient en se chuchotant mille injures. Je demeurais malgré tout fasciné par leur sale détresse. J'attaquai les babas. Je ne les comptais plus, les babas. Elles non plus. J'espérais bien ne pas avoir à m'en aller avant qu'elles ne fussent parvenues à une conclusion, mais la passion les rendait sourdes, et puis bientôt muettes à mes côtés. Fiel tarie, crispée, elles se contenaient dans l'abri du comptoir au gâteau, chacune d'elles invincible, close et pincée, ruminant de remettre ça plus amèrement encore, d'éjecter à la prochaine occasion et plus promptement que ce coup-ci les niaiseries rageuses et blessantes qu'elles pouvaient connaître sur le compte de la copine. Occasion qui ne traînerait d'ailleurs pas à survenir, qu'elle ferait naître. Des raclures d'arguments à l'assaut de rien du tout. J'avais fini par m'asseoir pour qu'elles m'étourdissent mieux encore avec le bruit incessant des mots. Des intentions de pensée, comme au bord d'un rivage où les petites vagues de passions incessantes n'arrivent jamais à s'organiser. On entend, on attend, on espère ici, là-bas, dans le train, au café, dans la rue, au salon, chez la concierge, on entend, on attend que la méchanceté s'organise, comme à la guerre,
Mais ça s'agite seulement, et rien n'arrive, jamais. Ni par elles, les pauvres demoiselles, ni par les autres non plus. Personne ne vient nous aider. Un énorme babillage s'étend gris et monotone au-dessus de la vie, comme un mirage énormément décourageant. 2 dames vinrent à entrer, et le vaseux charme de la conversation inefficace répandue entre moi et les demoiselles en fut rompu. Les clientes furent l'objet de l'empressement immédiat du personnel entier. On se précipitait au-devant de leurs commandes et de leurs moindres désirs. Ça et là, elles choisirent, picotèrent petits fours et tartes pour emporter. Au moment de payer, elles s'éparpillaient encore en politesse et puis prétendirent s'offrir mutuellement des petits feuilletés à croquer tout de suite. L'une d'elles refusa avec 1000 grâces, expliquant copieusement en confidence aux autres dames, bien intéressées, que son médecin lui interdisait toute sucrerie désormais, et qu'il était merveilleux son médecin, et qu'il avait déjà fait des miracles dans les constipations en ville et ailleurs, et qu'entre autres, il était en train de la guérir, elle, d'une rétention de caca dont elle souffrait depuis plus de 10 années, grâce à un régime tout à fait spécial, grâce aussi à un merveilleux médicament de lui seul connu. Les dames n'entendirent point être surpassées aussi aisément dans les choses de la constipation. Elles en souffraient mieux que personne de constipation. Elles se rebiffaient. Il leur fallait des preuves. La dame, mise en doute, ajouta seulement qu'elle faisait à présent des vents en allant à la selle, que c'était comme un vrai feu d'artifice, qu'à cause de ces nouvelles selles, toutes très formées, très résistantes, il lui fallait redoubler de précautions. Parfois elles étaient si dures, les nouvelles selles merveilleuses, qu'elle en éprouvait un mal affreux au fondement, des déchirements. Elle était obligée de se mettre de la vaseline alors, avant d'aller au cabinet. C'était pas réfutable. Ainsi sortirent convaincues ces clientes bien devisantes, accompagnées jusqu'au seuil de la pâtisserie aux petits oiseaux, par tous les sourires du magasin. Le jardin public d'en face me parut convenable à une petite station de recueillement, le temps de me refaire l'esprit, avant de partir à la recherche de mon ami Robinson. Dans les parcs provinciaux, les bancs demeurent presque tout le temps vacants, pendant les matinées de semaine, au bord des massifs bouffis de canasses et de marguerites. Près des rocailles, sur des eaux strictement captives, une barquette de zinc, cerclée de cendres légères, tenait au rivage par sa corde moisie. L'esquif naviguait le dimanche, c'était annoncé sur la pancarte, et le prix du tour du lac aussi, 2 francs. Combien d'années, d'étudiants, de fantômes. Dans tous les coins des jardins publics, il y a comme ça à d'oublier des tas de petits cercueils fleuris d'idéal, des bosquets à promesses et des mouchoirs remplis de tout. Rien n'est sérieux. Tout de même, trêve de rêvasserie. En route, me dis-je, à la recherche du Robinson et de son église Saint-Éponyme, et de ce caveau dont il gardait les momies avec la vieille. J'étais venu pour voir tout ça, fallait me décider. Avec un fiacre, on s'est pris alors dans des détours et des petites manières de trot, au creux des rues d'ombre de la vieille cité, là où le jour reste pincé entre les toits. Nous menions grand boucan de roues derrière ce cheval, tout en sabots, de caniveaux en passerelle. On n'a pas brûlé de ville dans le Midi depuis bien longtemps. Jamais elles ne furent aussi vieilles. Les guerres ne vont plus par là. Nous arrivâmes devant l'église Saint-Éponyme comme midi sonnait. Le caveau, c'était encore un peu plus loin sous un calvaire. On m'en indiqua l'emplacement au beau milieu d'un petit jardin bien sec. On pénétrait dans cette crypte par une espèce de trou barricadé. De loin, j'aperçus la gardienne du caveau, une jeune fille. D'emblée, je lui demandai des nouvelles de mon ami Robinson. Elle était en train de refermer la porte, cette jeune fille. Elle eut un sourire bien aimable pour me répondre, et des nouvelles, elle m'en donna tout de suite, et des bonnes. Dans ce jour de midi, de l'endroit où nous étions, tout devenait rose autour de nous, et les pierres vermoulues montaient au ciel le long de l'église, comme prêtes à aller se fondre dans l'air, enfin, à leur tour. Elle devait avoir dans les 20 ans, la petite amie de Robinson. Les jambes bien fermes et tendues, et un petit buste entièrement gracieux, une tête menue dessus, bien dessinée, précise, les yeux un peu trop noirs et attentifs peut-être pour mon goût, pas rêveuse du tout comme genre. C'était elle qui écrivait les lettres de Robinson, celles que je recevais. Elle me précéda de sa démarche bien précise vers le caveau, pieds, chevilles bien dessinés, et aussi des attaches de bonne jouisseuse, qui devaient se cambrer bien nettement au bon moment. Des mains brèves, dures, qui tiennent bien, des mains d'ouvrière ambitieuse. Un petit coup sec pour tourner la clé. La chaleur nous dansait autour et tremblait au-dessus de la chaussée.
On s'est parlé de ci, de ça, et puis, une fois réouverte la porte, elle s'est décidée tout de même à me faire visiter le caveau, malgré l'heure du déjeuner. Je commençais à reprendre un peu d'insouciance. Nous enfoncions dans la fraîcheur croissante derrière sa lanterne. C'était bien bon. J'ai eu l'air de trébucher entre deux marches pour me rattraper à son bras. Cela nous fit plaisanter. Et, parvenu sur la terre battue, en bas, je l'embrassai un petit peu autour du cou. Elle a protesté d'abord, mais pas trop. Au bout d'un petit moment d'affection, je me suis tortillé autour de son ventre comme un vrai asticot d'amour. Vicieux, on se mouillait et remouillait les lèvres pour la conversation des âmes. Avec une main, je lui remontais lentement le long des cuisses cambrées. C'est agréable avec la lanterne par terre, parce qu'on peut regarder en même temps les reliefs qui bougent le long de la jambe. C'est une position recommandable. Ah, il ne faut rien perdre de ces moments-là. On louche, on est bien récompensé. Quelle impulsion, quelle soudaine bonne humeur. La conversation a repris sur un ton de nouvelle confiance et de simplicité. On était amis. Derrière d'abord. Nous venions d'économiser 10 ans. « Vous faites visiter souvent ?» demandai-je, tout soufflant et gaffeux. Mais j'enchaînai aussitôt. « C'est bien votre mère, n'est-ce pas, qui vend des cierges à l'église d'à côté. L'abbé Protiste m'a aussi parlé d'elle. »« Je remplace seulement madame Enrouille pendant le déjeuner, » répondit-elle. « L'après-midi, je travaille dans les modes, rue du Théâtre. Êtes-vous passé devant le théâtre en venant ?» Elle me rassura encore une fois pour Robinson. Il allait tout à fait mieux. Même que le spécialiste des yeux pensait qu'il y verrait bientôt assez pour se conduire tout seul dans la rue. Déjà même il avait essayé. Tout cela était d'excellents présages. La mère Enrouille, de son côté, se déclarait tout à fait contente du caveau. Elle faisait des affaires et des économies. Un seul inconvénient, dans la maison qu'ils habitaient, les punaises empêchaient tout le monde de dormir, surtout pendant les nuits d'orage. Alors on brûlait du soufre. Il paraît que Robinson parlait souvent de moi, et en bons termes encore. Nous arrivâmes de fil en aiguille à l'histoire et aux circonstances du mariage. C'est vrai qu'avec tout ça, je ne lui avais pas encore demandé son nom, Madelon, que c'était son nom. Elle était née pendant la guerre. Leur projet de mariage, après tout, il m'arrangerait bien. Madelon, c'était un nom facile à se souvenir. Pour sûr qu'elle devait savoir ce qu'elle faisait en l'épousant Robinson. En somme, lui, en dépit des améliorations, ça serait toujours un infirme. Et encore, elle croyait qu'il avait que les yeux de toucher. Mais il avait les nerfs de malade, et le moral donc, et le reste. J'allais presque le lui dire, la mettre en garde. Les conversations à propos de mariage, moi je n'ai jamais su comment les orienter, ni comment en sortir. Pour changer d'objet, j'ai pris un grand intérêt subit aux choses de la cave, et puisqu'on venait de très loin pour la voir, la cave, c'était le moment de m'en occuper. Avec sa petite lanterne, Madelon et moi, on les a fait alors sortir de l'ombre, les cadavres, du mur, un par un. Ça devait leur donner de quoi réfléchir aux touristes. Collés au mur comme des fusillés, ils étaient, ces vieux morts. Plus tout à fait en peau ni en os, ni en vêtements qu'ils étaient. Un peu de tout cela ensemble seulement, en très crasseux état et avec des trous partout. Le temps qui était après leur peau depuis des siècles ne les lâchait toujours pas. Il leur déchirait encore des bouts de figure par-ci par-là, le temps. Il leur agrandissait tous les trous et leur trouvait même encore des longs filins d'épiderme que la mort avait oubliés après les cartilages. Leur ventre s'était vidé de tout, mais ça leur faisait à présent comme un petit berceau d'ombre à la place du nombril. Madelon m'a expliqué que dans un cimetière de chaux vives, ils avaient attendu plus de 500 ans les morts pour en arriver à ce point-là. On n'aurait pas pu dire que c'étaient des cadavres. Le temps des cadavres était bien fini pour eux. Ils étaient arrivés aux confins de la poussière, tout doucement. Il y en avait dans cette cave des grands et des petits, 26 en tout, qui ne demandaient pas mieux que d'entrer dans l'éternité. On ne laissait pas encore. Des femmes avec des bonnets perchés en haut des squelettes, un bossu, un géant, et même un bébé tout fini lui aussi, avec, autour de son minuscule cou sec, une espèce de bavette en dentelle, s'il vous plaît, et un petit bout de layette. Elle gagnait bien de l'argent, la mère Enrouille, avec ses raclures de siècle, quand je pense que je l'avais connue, elle, presque pareille à ses fantômes. Ainsi on a repassé lentement devant eux tous, avec Madelon. Une à une, leur espèce de tête est venue se taire dans le cercle cru de la lampe. Ce n'est pas tout à fait de la nuit qu'ils ont au fond des orbites. C'est presque encore du regard, mais en plus doux, comme en ont des gens qui savent. Ce qui gênerait, c'est plutôt leur odeur de poussière, qui vous retient par le bout du nez. La mère Enrouille ne perdait pas une visite avec les touristes. Elle les faisait travailler, les morts, comme dans un cirque,
100 francs par jour qu'il lui rapportait en pleine belle saison. « N'est-ce pas qu'ils n'ont pas l'air tristes ?» me demandait Madelon. La question était rituelle. La mort ne lui disait rien à elle, cette mignonne. Elle était née pendant la guerre, temps de la mort légère. Moi, je savais bien comment on meurt. J'ai appris, ça fait souffrir énormément. On peut raconter aux touristes que ces morts-là sont contents. Ils n'ont rien à dire. La mère en rouille leur tapait même sur le ventre quand il leur restait du parchemin assez dessus. Et ça faisait boum boum. Mais c'est pas une preuve non plus que tout va bien. Enfin, on est revenu à nos affaires avec Madelon. C'était donc tout à fait vrai qu'il allait mieux, Robinson. Je n'en demandais pas davantage. Elle semblait y tenir à son mariage, la petite amie. Elle devait s'ennuyer ferme à Toulouse. Les occasions y étaient rares de rencontrer un garçon qui avait autant voyagé que Robinson. Il en savait, lui, des histoires, des vraies et des moins vraies aussi. Il leur avait déjà parlé d'ailleurs longuement de l'Amérique et des tropiques. C'était parfait. J'y avais été moi aussi en Amérique et aux tropiques. J'en savais aussi, moi, des histoires. Je me proposais d'en raconter. C'est même à force de voyager ensemble avec Robinson qu'on était devenus amis. La lanterne s'éteignait. On la rallumait 10 fois pendant que nous arrangions le passé avec l'avenir. Elle me défendait ses seins qu'elle avait bien trop sensibles. Tout de même, comme la mère en rouille allait revenir d'une minute à l'autre de déjeuner, il fallut remonter au jour par le petit escalier raide, fragile et difficile comme une échelle. Je l'ai remarqué. À cause de ce petit escalier si mince et si traître, Robinson ne descendait pas souvent, lui, dans la cave aux momies. À vrai dire, il restait plutôt devant la porte à faire un peu de boniment aux touristes et à s'entraîner aussi à retrouver de la lumière, par-ci, par-là, à travers ses yeux. Dans les profondeurs, pendant ce temps-là, elle se débrouillait, la mère en rouille. Elle travaillait pour deux, en réalité, avec les momies. Elle agrémentait la visite des touristes d'un petit discours sur ces morts en parchemin. Ils sont nullement dégoûtants, messieurs, mesdames, puisqu'ils ont été préservés dans la chaux, comme vous le voyez, et depuis plus de 5 siècles. Notre collection est unique au monde. La chair a évidemment disparu, seule la peau leur est restée après, mais elle est tannée. Ils sont nus, mais pas indécents. Vous remarquerez qu'un petit enfant fut enterré en même temps que sa mère. Il est très bien conservé aussi, le petit enfant. Et ce grand-là, avec sa chemise et de la dentelle qui est encore après, il a toutes ses dents. Vous remarquerez. Elle leur tapait sur la poitrine, encore à tous, pour finir, et ça faisait tambour. Voyez, messieurs, mesdames, qu'à celui-ci, il ne reste qu'un œil, tout sec, et la langue, qui est devenue comme du cuir aussi. Elle tirait dessus. Il tire la langue, mais c'est pas répugnant. Vous pouvez donner ce que vous voudrez en vous en allant, messieurs, mesdames, mais d'habitude on donne 2 francs par personne, et la moitié pour les enfants. Vous pouvez les toucher avant de vous en aller, vous rendre compte par vous-même, mais ne tirez pas fort dessus, je vous les recommande, ils sont tout ce qu'il y a de fragile. La mère en rouille avait songé à augmenter ses prix dès son arrivée, c'était question d'entente avec l'évêché. Seulement ça n'allait pas tout seul à cause du curé de Saint-Éponyme, qui voulait prélever 1/3 de la recette, rien que pour lui, et puis aussi de Robinson qui protestait continuellement, parce qu'elle ne lui donnait pas assez de ristourne qu'il trouvait. « J'ai été fait », qu'il concluait, lui, « fait comme un rat. Encore une fois, je suis pas verni. Un bon truc que c'est pourtant sa cave à la vieille. Et elle s'en met plein les poches, la vache, moi je te l'affirme. » « Mais tu n'as pas apporté d'argent, toi, dans la combinaison ?» que j'objectais pour le calmer et lui faire comprendre. « Et t'es bien nourri, et on s'occupe de toi. » Mais il était obstiné comme un bourdon, Robinson, une vraie nature de persécuté que c'était. Il ne voulait pas comprendre, pas se résigner. Somme toute, t'en es sorti pas mal du tout, d'une foutue sale affaire, je t'assure. Te plains pas. T'allais directement à Cayenne si on t'avait pas aiguillé. Et voilà qu'on te laisse peinard. Et t'as trouvé en plus la petite Madelon qui est gentille et qui veut bien de toi, tout malade que t'es. Alors de quoi que tu viens te plaindre? Surtout à présent que tes yeux vont mieux. T'as l'air de dire que je sais pas trop de quoi je me plains, hein? Qu'il me répondait alors. Mais je sens tout de même qu'il faut que je me plaigne. C'est comme ça. Il me reste plus que ça. Je vais te dire, c'est la seule chose qu'on me permette. On n'est pas forcé de m'écouter. En fait, il n'arrêtait pas de jérémiader dès que nous étions seuls. J'en étais arrivé à redouter ces moments de confidence. Je le regardais avec ses yeux clignants, encore un peu suintants au soleil, et je me disais qu'après tout, il n'était pas sympathique, Robinson. Il y a des animaux ainsi faits. Ils ont beau être innocents et malheureux et tout, on le sait, on leur en veut quand même. Il leur manque quelque chose. T'aurais pu crever en prison, que je revenais à la charge, histoire de le faire réfléchir encore. Mais j'y ai été, moi, en prison. C'est pas pire qu'où je suis à présent. Tu retardes. Il ne m'avait pas dit ça qu'il avait été en prison.
Ça avait dû se passer avant qu'on se rencontre, avant la guerre. Il insistait et concluait. Il n'y a qu'une liberté que je te dis, moi, rien qu'une, c'est de voir clair d'abord, et puis ensuite d'avoir du pognon plein les poches, le reste c'est du mou. Alors où veux-tu en venir finalement? Que je lui faisais. Quand on le mettait en demeure comme ça, de se décider, de se prononcer, de se déclarer pour de bon, il se dégonflait. C'est le moment pourtant que ça aurait été intéressant. Pendant que Madelon, dans la journée, était parti à son atelier, et que la mère en rouille montrait ses rogatons aux clients, on allait, nous, au café sous les arbres. Voilà un coin qu'il aimait bien, le café sous les arbres, Robinson. Probablement à cause du bruit que faisaient tout au-dessus les oiseaux. Comme il y en avait des oiseaux. Surtout sur les 5 heures, quand il rentrait au nid, bien excité par l'été. Il s'abattait alors sur la place, comme un orage. On racontait même à ce propos-là qu'un coiffeur qui avait sa boutique le long du jardin en était devenu fou, rien qu'à les entendre piailler tous ensemble pendant des années. C'est vrai qu'on ne s'entendait plus parler, mais c'était gai quand même qu'il trouvait, lui, Robinson. Si seulement elle me donnait régulièrement 4 sous par visiteur, je trouverais ça bien. Il y revenait toutes les 15 minutes environ à son souci. Entre-temps, les couleurs des temps passés semblaient lui revenir quand même, des histoires aussi, celles de la compagnie Bordurière en Afrique, entre autres, qu'on avait tout de même bien connues tous les deux, et des salées d'histoires qu'il ne m'avait encore jamais racontées, pas osé peut-être. Il était assez secret, au fond, même cachotier. En fait de passé, c'est surtout de Molly, moi, que je me souvenais bien, quand j'étais bon sentiment, comme de l'écho d'une heure sonnée lointaine. Et quand je pensais à quelque chose de gentil, tout de suite, je pensais à elle. Après tout, quand l'égoïsme nous relâche un peu, quand le temps d'en finir est venu, en fait de souvenirs, on ne garde au cœur que celui des femmes qui aimaient vraiment un peu les hommes. Pas seulement un seul, même si c'était vous, mais tous. En rentrant le soir du café, on n'avait rien fait, comme des sous-officiers à la retraite. Pendant la saison, les touristes n'en finissaient pas. Ils traînaient au caveau, et la mère en rouille parvenait à les faire rigoler. Le curé tiquait bien un peu sur ses plaisanteries, mais comme il touchait plus que sa part, il ne pipait pas. Et puis d'abord, en fait de gaudriole, il n'y connaissait rien. Elle valait pourtant la peine d'être vue et entendue, la mère en rouille, au milieu de ses cadavres. Elle voulait regarder en plein visage, elle qui n'avait pas peur de la mort, et si ridée pourtant, si ratatinée déjà elle-même, qu'elle était comme une des leurs avec sa lanterne, à venir bavarder en plein dans leur espèce de figure. Quand on rentrait à la maison, qu'on se réunissait pour le dîner, on discutait encore sur la recette, et puis la mère en rouille m'appelait son petit docteur chacal, à cause des histoires qu'il y avait eues entre nous à Rancy. Mais tout ça en matière de plaisanterie, bien entendu. Madelon se démenait à la cuisine. Ce logis où nous demeurions ne recevait qu'une chiche-lumière, dépendance de la sacristie, bien étroite, entremêlée de poutrelles et de recoins poudreux. Tout de même, faisait remarquer la vieille, malgré qu'il y fasse pour ainsi dire nuit tout le temps, on y trouve tout de même son lit, sa poche et puis sa bouche, et ça suffit bien. Après la mort de son fils, elle n'avait pas chagriné longtemps. Il a toujours été délicat, qu'elle me racontait un soir à son propos. Et moi, tenez, qui aimais 76 ans, je me suis pourtant jamais plainte. Lui, il se plaignait toujours, c'est un genre qu'il avait, absolument comme votre Robinson. Pour vous donner un exemple. Ainsi, le petit escalier du caveau, il est dur, n'est-ce pas? Vous le connaissez. Il me fatigue, bien sûr, mais il y a des jours où il me rapporte jusqu'à 2 francs par marche, j'ai compté. Eh bien, pour ce prix-là, moi, je monterais, si on voulait, jusqu'au ciel. Elle mettait beaucoup d'épices dans nos dîners, la Madelon, et de la tomate aussi, c'était fameux, et du vin rosé, même Robinson qui s'était mis au vin, à force d'être dans le Midi. Il m'avait déjà tout raconté, Robinson, de ce qui s'était passé depuis son arrivée à Toulouse. Je ne l'écoutais plus. Il me décevait et me dégoûtait un peu, pour tout dire. T'es bourgeois, que je finis par conclure, parce que pour moi il n'y avait pas pire injure à cette époque. Tu ne penses en définitive qu'à l'argent. Quand tu reverras clair, tu seras devenu pire que les autres. Par l'engueulade, on ne le vexait pas. On aurait dit plutôt même que ça lui redonnait du courage. Il savait bien que c'était vrai d'ailleurs, ce garçon-là que je me disais, il est casé à présent, faut plus s'en faire pour lui. Une petite femme un peu violente et un peu vicieuse, y a pas à dire. Ça vous transforme un homme à pas le reconnaître. Robinson, je me disais encore, je l'ai pris longtemps pour un gars d'aventure, mais c'est rien qu'un demi-sel, cocu ou pas, aveugle ou non. Et voilà. En plus, la vieille en roue, il avait tout de suite contaminé avec sa rage d'économie. Et puis la Madelon avec son envie de mariage. Alors c'était complet. Son compte était bon. Surtout qu'il y prendrait goût à la petite. J'en savais quelque chose. Ce serait mentir d'abord que de dire que j'en étais pas jaloux un peu. Ce serait pas juste. Avec Madelon, nous nous retrouvions des petits moments de temps à autre avant le dîner dans sa chambre. Mais c'était pas facile à arranger ces entrevues-là. On n'en disait rien.
On était tout ce qu'il y a de discret. Faut pas aller croire pour ça qu'elle l'aimait pas, son Robinson. Ça n'avait rien à voir ensemble. Seulement, lui, il jouait aux fiançailles, alors elle aussi, naturellement, elle jouait aux fidélités. C'était le sentiment entre eux. Le tout dans ces choses-là, c'est de s'entendre. Il attendait d'être marié pour y toucher, qu'il m'avait confié. C'était son idée. À lui donc l'éternité, et à moi le tout de suite. D'ailleurs, il m'avait parlé d'un projet qu'il avait en plus pour s'établir dans un petit restaurant avec elle, et plaquer la vieille en rouille. Tout donc au sérieux. Elle est gentille. Elle plaira à la clientèle, qu'il prévoyait dans ses meilleurs moments. Et puis t'as goûté à sa cuisine, hein? Elle craint personne pour la tambouille. Il pensait même pouvoir taper d'un petit capital initial la mère en rouille. Moi je voulais bien, mais je prévoyais qu'il aurait bien du mal à la décider. Tu vois tout en rose que je lui faisais remarquer, histoire comme ça de le calmer et de le faire réfléchir un peu. Du coup il pleurait et me traitait de dégoûtant. En somme, on ne doit décourager personne, et j'en convenais du coup que j'avais tort, et que moi c'était le cafard qui au fond m'avait perdu. Le truc qu'il savait faire avant la guerre, Robinson, c'était la gravure sur cuivre, mais il ne voulait plus en tâter, à aucun prix. Libre à lui. Avec mes poumons, c'est du grand air dont j'ai besoin, tu comprends? Et puis mes yeux, d'abord, ne seront jamais comme avant. Il n'avait pas tort non plus d'un sens. Rien à répondre. Quand nous passions ensemble à travers les rues fréquentées, les gens se retournaient pour le plaindre, l'aveugle. Ils en ont des pitiés, les gens, pour les invalides et les aveugles. Et on peut dire qu'ils en ont de l'amour en réserve. Je l'avais bien senti, bien des fois, l'amour en réserve. Il y en a énormément, on ne peut pas dire le contraire. Seulement c'est malheureux qu'ils demeurent si vaches avec tant d'amour en réserve, les gens. Ça ne sort pas, voilà tout. C'est pris en dedans, ça reste en dedans, ça leur sert à rien. Ils en crèvent en dedans, d'amour. Après le dîner, Madelon s'occupait de lui, de son Léon, comme elle l'appelait. Elle lui lisait le journal. Il raffolait de la politique à présent, et les journaux du midi en pustules de la politique et de la vivace. Autour de nous, le soir, la maison s'enfonçait dans la roustissure de siècles. C'était le moment, après le dîner, où les punaises vont s'expliquer. Le moment aussi d'essayer sur elles, les punaises, les effets d'une solution corrosive que je voulais céder plus tard à un pharmacien avec un petit bénéfice, une petite combinaison. La mère en rouille, ça la distrayait, mon truc, et elle m'assistait dans mes expériences. Nous allions ensemble de nid en nid, aux fissures, aux recoins, vaporiser leurs essaims avec mon vitriol. Elle grouillait et s'évanouissait sous la chandelle que me tenait bien attentivement la mère en rouille. Tout en travaillant, on se parlait de Rancy. Rien qu'à y penser à cet endroit-là, ça m'en donnait la colique. J'en serais bien resté à Toulouse pendant le reste de ma vie. J'en demandais plus davantage au fond. La croûte assurée et du temps à moi. Du bonheur, quoi. Mais je dus songer quand même au retour et au boulot. Le temps passait, et la prime du curé aussi, et les économies. Avant de partir, je voulus donner encore quelques leçons et des petits conseils à Madelon. Vaut mieux sûrement donner de l'argent quand on peut et qu'on veut faire du bien. Mais ça peut rendre service aussi d'être prévenu, et de savoir bien exactement à quoi s'en tenir, et particulièrement tout ce qu'on risque en baisant à droite et à gauche. Voilà ce que je me disais, surtout que par rapport aux maladies, elle me faisait un peu peur, Madelon. Délurée, certes, mais tout ce qu'il y avait d'ignorante pour ce qui concernait les microbes. Je me lance donc, moi, dans des explications tout à fait détaillées à propos de ce qu'elle devait regarder soigneusement avant de répondre à des politesses. Si c'était rouge, s'il y avait une goutte au bout, enfin des choses classiques qu'on doit savoir et joliment utiles. Après qu'elle m'eut bien entendu, bien laissé parler, elle protesta pour la forme. Elle m'a fait même comme une espèce de scène, qu'elle était sérieuse, que c'était une honte de ma part, que je m'étais fait d'elle une abominable opinion, que c'était pas parce qu'avec moi que je la méprisais, que les hommes étaient tous infects. Enfin, tout ce qu'elles disent, toutes les dames, dans ces cas-là, fallait s'y attendre, du paravent. Le principal pour moi, c'était qu'elle ait bien écouté mes conseils et qu'elle en ait retenu l'essentiel. Le reste n'avait aucune importance. M'ayant bien entendu, ce qui lui faisait triste, au fond, c'était de penser qu'on pouvait attraper tout ce que je lui racontais rien que par la tendresse et du plaisir. Ça avait beau être la nature, elle me trouvait aussi dégoûtant que la nature, et ça l'insultait. Je n'insistais plus, sauf pour lui parler un peu encore des capotes si commodes. Enfin, pour faire psychologue, nous essayâmes d'analyser un peu le caractère de Robinson. « Il n'est pas jaloux, précisément, qu'elle me dit alors, mais il a des moments difficiles. »« Ça va, » que j'ai répondu,
et je me suis lancé dans une définition de son caractère à Robinson, comme si je le connaissais, moi, son caractère. Mais je me suis aperçu tout de suite que je ne connaissais guère Robinson, sauf par quelques grossières évidences de son tempérament. Rien de plus. C'est étonnant ce qu'on a du mal à s'imaginer, ce qui peut rendre un être plus ou moins agréable aux autres. On veut le servir, pourtant, lui être favorable, et on bafouille. C'est pitoyable dès les premiers mots. On nage. De nos jours, faire le la bruyère n'est pas commode. Tout l'inconscient se débine devant vous, dès qu'on s'approche. Au moment où j'allais pour prendre mon billet, ils m'ont retenu encore, pour une semaine de plus, fut-il convenu, histoire de me montrer les environs de Toulouse, les bords du fleuve bien frais, dont on m'avait beaucoup parlé, et de me faire visiter surtout ces jolis vignobles des environs, dont tout le monde en ville semblait fier et content, comme si tout le monde était déjà propriétaire. Il ne fallait pas que je m'en aille ainsi, ayant seulement visité les cadavres à la mer en rouille, cela ne se pouvait pas, enfin des manières. J'étais mou devant tant d'amabilité. Je n'osais pas beaucoup insister pour rester à cause de mon intimité avec la Madelon, intimité qui devenait un peu dangereuse. La vieille commençait à se douter de quelque chose entre nous, une gêne. Mais elle ne devait pas nous accompagner, la vieille, dans cette promenade. D'abord, elle ne voulait pas le fermer, son caveau, même pour un seul jour. J'acceptai donc de rester, et nous voilà partis par un beau dimanche matin pour la campagne. Lui et Robinson, nous le tenions par le bras entre nous deux. À la gare, on a pris des secondes. Ça sentait fort le saucisson quand même dans le compartiment, tout comme en troisième. À un pays qui s'appelait Saint-Jean, nous descendîmes. Madelon avait l'air de s'y retrouver dans la région. Et d'ailleurs, elle rencontra tout de suite des connaissances venues d'un peu partout. Une belle journée d'été s'annonçait, on pouvait le dire. Tout en nous promenant, fallait raconter tout ce qu'on voyait à Robinson. Ici, c'est un jardin. Là, voilà un pont et dessus un pêcheur à la ligne. Il n'attrape rien, le pêcheur. Attention aux cyclistes. Par exemple, l'odeur des frites le guidait bien. C'est même lui qui nous entraîna vers le débit où on les faisait les frites, pour 10 sous à la fois. Je l'avais toujours connu, moi, Robinson, aimant les frites. Comme moi, d'ailleurs. C'est parisien, le goût des frites. Madelon préférait le vermouth, elle, sec et tout seul. Les rivières ne sont pas à leur aise dans le Midi. Elles souffrent, qu'on dirait. Elles sont toujours en train de sécher. Collines, soleil, pêcheurs, poissons, bateaux, petits fossés, lavoirs, raisins, saules pleureurs. Tout le monde en veut, tout en réclame. De l'eau, on leur en demande beaucoup trop, alors il n'en reste pas beaucoup dans le lit du fleuve. On dirait par endroits un chemin mal inondé plutôt qu'une vraie rivière. Puisqu'on était venu pour le plaisir, fallait se dépêcher d'en trouver. Aussitôt fini les frites, nous décidâmes qu'un petit tour en bateau avant le déjeuner, ça nous distrairait. Moi ramant, bien entendu, et eux deux me faisant face, la main dans la main, Robinson et Madelon. Nous voilà donc partis au fil des eaux, comme on dit, raclant le fond par-ci par-là, elle avec des petits cris, lui pas très rassuré non plus. Des mouches et encore des mouches, des libellules qui surveillent la rivière avec leurs gros yeux partout, et des menus coups de queue craintifs. Une chaleur étonnante, à faire fumer toutes les surfaces. On glisse dessus, depuis les longs remous plats là-bas jusqu'aux branches mortes, au ras des rives brûlantes qu'on passe, à la recherche de bouffées d'ombre qu'on attrape comme on peut, au revers de quelques arbres pas trop criblés par le soleil. Parler donne plus chaud encore si possible. On n'ose pas dire non plus qu'on est mal. Robinson, c'était naturel, en eut assez le premier de la navigation. Je proposai alors qu'on aille s'aborder devant un restaurant. Nous n'étions pas les seuls à avoir eu la même petite idée. Tous les pêcheurs du Bief, en vérité, y étaient installés déjà au bistrot, avant nous, jaloux d'apéritifs, et retranchés derrière leurs siphons. Robinson n'osait pas me demander s'il était cher ce café que j'avais choisi. Mais je lui épargnai tout de suite ce souci en l'assurant que tous les prix étaient affichés et tous fort raisonnables. C'était vrai. À sa Madelon, il ne lâchait pas la main. Je peux dire à présent qu'on a payé dans ce restaurant comme si on avait mangé, mais on n'avait qu'essayé de bouffer seulement. Mieux vaut ne pas parler des plats qu'on nous a servis, ils y sont encore. Pour passer l'après-midi ensuite, organiser une séance de pêche avec Robinson, c'était trop compliqué, et on lui aurait fait du chagrin puisqu'il aurait même pas pu voir son bouchon. Mais moi, d'autre part, de la rame, j'en étais déjà malade, rien qu'après l'épreuve du matin, ça suffisait. Je n'avais plus l'entraînement des rivières d'Afrique, j'avais vieilli en ça comme pour tout. Pour changer quand même d'exercice, j'affirmais alors qu'une petite promenade à pied, tout simplement, le long de la berge, nous ferait joliment du bien.
au moins jusqu'à ces herbes hautes, qu'on apercevait à moins d'1 kilomètre de distance, près d'un rideau de peupliers. Nous voilà, avec Robinson, encore repartis bras dessus bras dessous. Madelon, elle, nous précédait de quelques pas. C'était plus commode pour avancer dans les herbes.